Bonjour à tous, Cyril Landry pour limpers.com. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de ma série sur la transition Small Stakes, Mid Stakes. Donc nous allons faire une vidéo en NL200 Six Max Short-Handed donc sur PokerStars. Et on va essayer d'aborder les différences qui peuvent exister entre la NL200 et la NL400 et comment on va adapter nos lignes de jeu, voire notre jeu de manière générale, suivant qu'on est en train de jouer à un L200, un L400, voir également les différences qui peuvent exister et ce que ça va impliquer dans notre jeu. Alors, en ce qui concerne les joueurs présents à la table, on a remarqué que j'ai trois joueurs sur lesquels j'ai des notes, donc le joueur Herferb, Brower Kid sur la table numéro 1 et Simona75 sur la table numéro 3. Alors il s'avère que j'ai pas joué sur PokerStars depuis 1 an et demi, voire 2 ans, et que si j'ai des notes sur ces joueurs-là, c'est que ces notes datent de cette période, et que finalement donc ces joueurs-là qui jouent toujours en NL200 après 1 an et demi, 2 ans, c'est certainement des régulars étant donné que ça fait très longtemps qu'ils y jouent. Mais c'est également des joueurs qui n'ont pas réussi à monter de limite a priori, ou du moins qui se satisfont du jeu en NL200, des revenus que ça peut apporter, etc. Ça, je sais pas exactement. Et au moins, c'est probablement donc encore une fois des joueurs réguliers. On remarque qu'on a également plusieurs joueurs qui sont présents sur plusieurs tables. On a le joueur Howard sur la table numéro 3 et table numéro 4, ainsi que le joueur Arm Homeless sur la table 3, 4 et 1. Donc on a plusieurs joueurs qui. Enfin, on a des tables qui sont composées de plusieurs régulars. Par contre, sur la table numéro 4, la main juste avant de commencer la vidéo, j'ai joué une main contre le joueur Sensa Bonheur qui avait 3 barrelés, un board hauteur 10 avec As-Valet en faisant des tout petits bets face à deux adversaires. C'était quelque chose qui m'a énormément surpris et il n'y a aucune raison, enfin ce qu'il a fait c'était assez mauvais. Et voilà, donc lui par contre ça sera probablement un joueur un peu plus faible. J'ai pas encore énormément d'informations sur lui, mais cette main m'avait un petit peu choqué quand même. Donc voilà, on va continuer l'action. Alors sur la table numéro 2, nous allons relancer Dame 10 off au hijack. Sur la table numéro 1, donc on peut remarquer par exemple que le joueur Bajagai 2 est en train de limper au cutoff et que le joueur, je crois, G-Man 2 valise raise. Donc ça c'est le type d'information qui va être assez important de remarquer et on y reviendra un petit peu plus tard, juste vous le faire remarquer. Donc sur la table numéro 2, donc nous allons faire un c-bet sur un board As-Roi 2, Rainbow qui est un excellent board à faire un continuation bet évidemment. Tout d'abord on a de l'équité avec une gut shot, ajouté au fait qu'on va avoir énormément de fold sur ce type de board. Donc ici on va pouvoir tirer énormément de profit à faire un c-bet évidemment. Donc sur la table numéro 1, voilà, on a le joueur Bajagai 2 qui avait limpé et le joueur G-Man qui l'a isoraise. Sur la table numéro 4 maintenant, donc nous relançons As-10 off au bouton, nous sommes collés par le joueur au Big Blind et nous trouvons un board valet de 3. Nous allons encore une fois faire un continuation bet. Ce qu'il est intéressant de remarquer également sur ce type de board, c'est qu'on va très certainement faire des secondes barrels sur un certain nombre de cards au turn, dans la mesure où si l'adversaire a collé en big blind avec des mains type pocket pair, des mains type paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7, c'est très certainement un board qu'il estime comme décent pour sa main, un type de board où il va très certainement coller au moins une fois, et en faisant des secondes barrels sur les cartes qui vont améliorer notre équité, que ce soit un roi, une dame, ajouté au fait que ce soit des scary cards pour sa perception qu'on peut avoir de sa range, on va tirer beaucoup de profit ici à faire un second barrel sur pas mal de turns si jamais on est collé au flop. Mais si je me souviens bien, je crois qu'il va directement folder le flop. Alors une des principales différences qui va exister entre la NL200 et la NL400, ça va être l'agressivité de vos adversaires qui va être beaucoup plus importante en NL400. Et d'une manière générale, plus vous allez monter de limite, plus les joueurs vont être globalement plus agressifs. Et c'est notamment vrai entre la NL200 et la NL400. Je crois que c'est là où le gap est vraiment significatif et on le remarque vraiment très bien. Les joueurs vont vous 3-bet beaucoup plus, que ce soit en position ou sur vos ouvertures en fin de parole, dans les blinds notamment. Et que voilà, donc il faudra s'y adapter, il faudra peut-être ouvrir moins de mains, 4 bêtes un peu plus, etc. C'est quelque chose que j'aborderai un peu plus en détail dans ma dernière partie sur la vidéo en L400. Justement, j'essaierai de sélectionner des tables avec des régulars qui vont
probablement 3 bêtes un certain nombre de fois, et justement pour avoir les adaptations qu'on peut faire à ce niveau-là. Et une des choses aussi à prendre en compte, c'est que plus vous allez monter de limites, plus vos adversaires vont être meilleurs de manière générale, et moins va y avoir de fiches à la table. Et c'est important, à partir du moment où vous en remarquez un, d'essayer de jouer un maximum de coups contre lui. On peut remarquer que le joueur Grinder, donc qui avait min raise la main précédente, qui cette fois-ci limp UTG. Alors j'ai pas énormément d'informations sur ce joueur là, c'est la première fois que je le joue. Néanmoins le fait de min raise c'est pas extraordinaire en étant, enfin peu importe, ça peut être très bien min raise. Mais par contre un limp UTG ça sera vraiment jamais quelque chose de bien. Et c'est tellement une ligue énorme que c'est probablement un des joueurs les plus faibles à la table. Donc ça c'est quelque chose d'important à remarquer, c'est que quand vous êtes face à 5 gros de bons joueurs et qu'il y a un joueur 4 de trop de bons joueurs pardon, qu'il y a un mauvais joueur à la table, il va falloir essayer de jouer un maximum de coups contre lui, essayer de l'ISO raise un maximum. Et ça voilà, ça va être quelque chose à prendre en compte sur vos lignes pré-flop, notamment essayer de garder le joueur le plus faible dans la main au maximum. Pour en venir à la main, donc le joueur Grinder a limpé UTG, 7 et 4 de pique au big blind, j'ai checké. Et donc nous retrouvons un heads up sur un board 8-5-2. C'est quelque chose que je répète assez souvent dans mes vidéos. Essayez d'être agressif dans les polympés où vos adversaires vont montrer assez peu de résistance et vont souvent abandonner facilement. Ici avec 7 et 4 on a une main énorme avec gutshot, backdoor flush draw. On va évidemment faire un bet et s'attendre à un pour pro très souvent. Vous allez voir durant la vidéo, je vais vraiment attaquer les pots limpés avec impunité. Je vais miser quasiment 100% d'entre eux. Et ça vraiment quelque chose qui va apporter un profit non négligeable à la fin de la session. Alors sur la table numéro 2, on va avoir une main assez marrante. Nous allons relancer donc As-10 off au bouton. Nous sommes collés par le joueur donc Grinder au small blind. Pas énormément d'informations à présent sur ce joueur là, si ce n'est qu'il a limpé UTG la main précédente. Enfin, 2 mains précédentes. Nous retrouvons donc un heads up sur un board Valet 7-2 et l'adversaire donc bet le flop. Donc on n'a pas énormément d'informations à se servir pour déterminer la range de donc bet de cet adversaire là sur un board dry. Néanmoins, par expérience, ça sera très souvent des mains très faibles, à savoir des mains type 8 et 9, 9 et 10, 10 et 8 qui ont des gutshots et 2 over face à la middle pair, ou quelquefois même des mains qui ont totalement raté le flop, type roi dame. Cet adversaire là, pour l'instant, il n'y a aucune raison metagame, quoi que ce soit, qui lui inciterait à donc bêter une main forte pour que je le raise en bluff ou pour induire plus d'action que si jamais il avait checké. Au contraire, je pense qu'avec la majorité de ses bonnes mains, il va très souvent opter pour une ligne type check call ou check raise, dans la mesure où encore une fois, il n'y a aucune raison que je joue, que je devienne fou, que je raise en bluff sans donc bet, quoi que ce soit. Donc, étant donné que cette dynamique n'existe pas à l'heure actuelle, j'aurais tendance à penser que sa range donc bet est assez faible, notamment sur ce type de board dry. On verra par la suite, on a une autre main un peu plus tard où cette fois-ci je vais faire un donc bet, où également j'ai aucune dynamique, mais par contre le board sera tel que je m'attends à ce qu'on a un adversaire puis check back un certain nombre de mains contre lesquelles j'ai de la value à prendre. Mais ici la question se pose pas vraiment. Alors ici, encore une fois, donc à partir du moment où je considère que sa range est faible, je vais essayer de gagner le coup. C'est envisageable de relancer directement le flop. J'ai plutôt aussi opté pour un call si je me souviens bien, mais j'aurais peut-être préféré directement avoir raise le flop, dans la mesure où ça lui évite de lui toucher, de lui laisser un de ses 6 outs si jamais il a, je sais pas, 8 et 9, enfin mais même 10 il a 8 et 9, mais ça lui permet de faire folder la main directement au flop. Le call peut également être envisageable, essayer de voir ce qu'il fait au turn, et c'est pas en callant qu'on va pas forcément pouvoir gagner la main d'une autre manière. Donc si je vais opter pour un call. Et sur la table numéro 1, voilà, donc je vous avais fait remarquer tout à l'heure que le joueur Bajai 2 avait limpé, que le joueur GG Man 2 l'avait ISO raise. Donc cette fois-ci on a la situation identique qui se représente encore une fois. On a le joueur donc Bajai 2 qui limp et le joueur GG Man qui l'ISO raise.
Et ici, nous allons opter pour un 3 bet light avec 7 et 5 suited. Et c'est une situation qui va être très profitable pour faire un 3 bet light. Alors je vais essayer de passer un petit peu de temps dessus. Alors tout d'abord, le joueur Bajai 2, j'ai pas les stats de mon HUD qui s'affichent pour l'instant, je le lancerai un peu plus tard, mais vous allez voir qu'il a vraiment une VPIP qui est gigantesque et qui va limper toutes sortes de mains très faibles qui vont évidemment folder sur un 3 bet. Ajouté au fait que le joueur GGman 2 va avoir une range assez large pour l'ISO raise. On va pouvoir tirer du profit à faire un 3 bet. Alors, c'est même une situation qui va être encore mieux que si le joueur Bajagag 2 n'avait pas limpé, pour plusieurs raisons. Je vais essayer de passer un petit peu de temps là-dessus. La première raison, c'est que le fait que le joueur Bajagag 2 ait limpé, ça va ajouter une blind de dead money. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours bon à prendre, en sachant que quand je vais 3 bet, je m'attends à ce qu'il fold 99% du temps. Donc on n'a pas vraiment à se soucier d'un joueur qui limpe systématiquement, il va très souvent folder quand je vais 3 bet. Donc ça permet d'ajouter une blind de dead money. Ajouté au fait que la range d'ouverture de GGman 2 va très certainement être va être plus large que si le joueur Bajagag 2 n'avait pas limpé. Ce que je veux dire par là, c'est que si le joueur Bajagag 2 n'avait pas limpé, il va relancer au cutoff pour jouer un coup contre les blinds. S'il estime que les joueurs en blind sont décents, il n'a aucune raison d'ouvrir une range qui est super large. Par contre, il a au contraire envie de jouer un maximum de coups avec une range large contre le joueur plus faible à la table. Donc finalement, le fait que le joueur Bajagag 2 limpé va très certainement agrandir la range d'ouverture de GGman 2. Également ajouter un petit peu de dead money de la part de Bajagag 2, ajouté au fait que GGman 2 va également ouvrir à 8$ au lieu de 6 s'il avait ouvert qu'il n'y avait pas de limp. Donc finalement on a 4$ de dead money en plus, ajouté au fait qu'encore une fois c'est important que je pense que la range de GGman 2 sera plus large que si le joueur Bajagag 2 n'avait pas limpé. Donc pour toutes ces raisons je pense qu'on a une situation vraiment très profitable de 3 bet light ici avec 7 et 5, ça tend à prendre très souvent le coup pré-flop. Et sur la table numéro 2 maintenant, donc nous allons coller le c-bet au flop avec As-10. Et l'adversaire cette fois-ci mise 12$ dans 32$, donc il me fait un tiers pot. C'est assez surprenant qu'il mise seulement un tiers pot. Encore une fois, je vais simplement me baser sur le fait que son bet sizing est vraiment très faible et que les bet sizing très faibles c'est très souvent des mains très faibles. Et que pour cette raison-là, je vais opter pour un raise bluff. J'ai pas énormément d'informations sur ce joueur-là. La seule que je vais me servir ici, c'est son bet sizing, qui est un tiers du pot. Et généralement, les gens qui bettent un tiers du pot, c'est très souvent que des mains très faibles. Donc ici, je vais opter pour un raise bluff. Par contre, si je viens être collé, je vais très certainement abandonner, à moins que je trouve une carte semi-intéressante à la rivière, notamment un roi ou une dame, qui seront peut-être des scary cards. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit des scary cards pour lui, mais face à un joueur qui limp UTG, qui fait des bêtes un tiers pot au turn, ça sera probablement une scary card, une dame ou un roi. Donc je vais probablement bluffer ces cartes à la rivière. Par contre, je vais abandonner sur les autres, étant donné que s'il me call, je m'attends à ce qu'il ait soit un valet et qu'il ne le folde pas. Et s'il n'a pas un valet, il aura très certainement un tirage straight, auquel cas Hauteur As va évidemment gagner. Donc finalement, je vais raise et bluff cette turn, du fait de son best sizing qui est très faible et qui est très certainement une main très faible. Bluffer un roi ou une dame à la rivière et abandonner sur toutes les autres rivières. Ça va être mon plan sur cette main. Et sur la table numéro 1, nous avons 3 bêtes 7 et 5 au small blind. Le joueur qui avait limpé a foldé. Par contre, le joueur qui avait raise au cutoff nous call. Alors nous trouvons un board assez décent pour notre main, donc avec gutshot et flush draw. Donc un 6 nous donne la quinte, également un pique nous donne la flush. Sur un board SI, on va évidemment faire un continuation bet après avoir 3 bêtes pré-flop. Et réévaluer au turn si jamais on a été collé, voir ce qu'on va pouvoir faire au turn, en sachant que sur ce type de board on va pouvoir avoir un certain nombre de folds directement au flop, et que si jamais on était collé, on pourra très souvent encore gagner le coup en misant la turn ou en check raisant all-in la turn. Alors, donc la question se pose ici sur ce 3 de carreau, à savoir est-ce qu'on veut... bon, tout d'abord, ce qui est intéressant d'en marquer, c'est que ici le fold se pose pas vraiment, dans la mesure où j'estime qu'on a encore beaucoup trop d'équité dans la main avec une gutshot et un flush draw. Donc ici le check fold est hors de propos. Face à un joueur qui serait vraiment super nitty, sa range serait composée exclusivement d'as qui va pas folder sur un bet. Alors effectivement le check fold peut éventuellement s'envisager. Par contre face à un régular qui aura une range beaucoup plus large que top pair, évidemment on va pas vraiment se poser la question du check fold. Donc on va soit check raise all in, soit bet call. Le check raise all-in me gêne un petit peu dans la mesure où les stack size sont pas assez importants pour que je puisse check raise all-in et en fait si vous voulez j'ai vraiment aucune envie qu'il bet call valet 10 par exemple. J'ai aucune envie qu'il gagne avec hauteur valet. Donc le check raise all-in m'embête un petit peu
à ce niveau-là, c'est-à-dire que si les stacks étaient un peu plus gros, c'est-à-dire que si on avait quelque chose comme encore 100 blinds derrière, le check raise all-in peut s'avérer intéressant face à un joueur qui va miser beaucoup de la turn à partir du moment où vous avez checké, notamment avec des mains très faibles, type valet 10, 6 et 7, etc. Vous allez pouvoir check raise all-in et tirer du profit. Par contre, avec seulement 150 blinds, ça me paraît peut-être un peu moins bien. J'ai aucune envie encore une fois qui bet call valet 10. Donc ici, je vais plutôt opter moi-même pour un bet, en sachant que je vais évidemment bet call et que par contre, je m'attends à ce qu'il fold tous ses draws turn à partir du moment où je vais miser la turn. Donc ici, je pense qu'on a une situation assez profitable de bet call. Ici, on va miser quelque chose comme 80 $. Coller si il fait tapis, évidemment, on est pot committed si jamais il fait tapis. Et par contre, on va très souvent voir notre adversaire folder sur cette turn quand on va continuer à miser. Et sur la table numéro 2, donc l'adversaire va finalement folder. C'est vrai que je représente pas énormément de mains en utilisant cette ligne. Néanmoins, c'est envisageable que je joue des mains type paire d'as, paire de roi comme ça, des mains type brelan 2, brelan 7, brelan de valet, voire des double paires, valet 7, 7 et 2, valet 2. Dans la mesure où, à partir du moment où sa range donc bet sera très faible, c'est envisageable que je slow play des mains dès le flop en estimant qu'il y a plus de value à ce qui continue à bluffer plutôt que de raiser et qui fold très souvent au flop. Donc finalement, c'est vrai que je représente pas énormément de mains, que le board est pas extraordinaire pour essayer de lui faire folder un valet. Néanmoins, voilà, face à un joueur, encore une fois, en fait, face à un régular, j'aurais probablement abandonné. Enfin, un régular, de toute façon, il aurait pas bet un tiers du pot au turn, donc la question se pose pas vraiment. Mais enfin voilà, c'est l'idée, c'est encore une fois, je vais miser cette rivière sur une dame ou un roi, étant donné que à partir du moment où il a call le turn, il aura très souvent un valet au mieux, et que du coup la dame, ça sera probablement une scary card, même s'il n'y a pas vraiment de raison que ça soit une scary card, mais bon, ce type de joueur-là, il va avoir une dame, il va avoir qu'il y a une overcard supérieure à sa paire, il va peut-être trouver le bouton fold. En fait, c'est voilà, c'est un raisonnement assez simple, mais je pense que ça marche assez bien face à ce type de joueur-là. Et sur la table numéro 1, donc l'adversaire fold sur ce code barrel, ce qui est un excellent résultat. Et table numéro 2, adversaire fold également. Alors sur la table numéro 4 maintenant, nous avons As-Valet de trèfle au bouton et nous faisons face à une ouverture du cutoff. Alors, il y a plusieurs choses à dire, notamment sur le fait de call ou de 3-bet As-Valet au bouton. Et je pense que le 3-bet peut être intéressant face à des joueurs plus faibles qui vont coller les raise en étant en position avec des ranges très larges. Par contre, les bons joueurs, les régulars, savent que coller des 3 bêtes en étant en position avec une range large sera évidemment très moins. Le joueur horde est présent sur 2 tables, donc je m'attends à ce que ce soit plus un joueur régulier. Et également l'autre, donc voilà, donc finalement c'est mieux de call c'est mieux de call face à un joueur régulier dans la mesure où les joueurs réguliers vont rarement coller les 3 bêtes hors position, ils vont plutôt opter pour un 4 bet ou un fold, et qu'à Casse-Valet on n'a aucune envie de faire face à un 4 bet parce qu'on se retrouvera quoi qu'il arrive dans une situation marginale, alors qu'en collant on va dominer toute sa range d'ouverture d'as au cutoff, sauf As-Roi ou As-Dame, mais également dominer tous ses valets, donc valet 10, valet Dame, valet Roi, valet 9, etc., valet 8, quoi que ce soit. Donc on va dominer une certaine partie de sa range, ça va renforcer notre range de call au bouton. Ajouter au fait, et ça c'est quelque chose de très important, c'est qu'on veut également que le joueur Senza Bonheur rentre dans la main, étant donné que nous l'avons identifié comme un des joueurs faibles à la table, et encore une fois vous voulez jouer un maximum de coups contre ce type de joueur là. Donc c'est vrai que le 3-bet aurait le mérite de prendre le pot tout de suite, mais je pense qu'on a plus de value par contre à essayer de faire rentrer le joueur plus faible à la main et s'attendre à, enfin du moins essayer de capitaliser sur les erreurs qu'il pourra faire post-flop. Donc c'est pour ces raisons que nous allons plutôt préférer un call au bouton plutôt qu'un 3-bet avec As-Valet. Par contre face à un joueur, si jamais le joueur au cutoff était très loose, collait énormément de 3 bêtes en étant en position avec des mains faibles, là par contre on a beaucoup de value à 3 bêtes avec As-Valet, de 3 bêtes pour value As-Valet. Ici par contre j'ai encore aucune information disponible qui me permette d'avoir ce type de conclusion, donc pour l'instant on va simplement considérer que c'est un bon joueur et on va simplement coller. Et nous allons faire un bet sur Roi Valet 3 pour value à partir du moment où il a checké, sera très souvent pour check folder. Et par contre on a de la value à prendre sur la range de joueur Senza Bonheur qui cette fois-ci fold. Alors sur la table numéro 2, on peut remarquer que donc, le joueur Grinder qui va parler dans le chat et notamment me dire un nice bluff et va me dire qu'il avait As-Valet. Alors tout d'abord c'est pas certain qu'il avait As-Valet. Il y a énormément de joueurs qui mentent sur leur main, donc ici le fait qu'il a As-Valet ou pas, j'en suis pas certain. C'est possible qu'il a As-Valet, c'est pas certain. Honnêtement,
je sais pas trop quoi en penser. C'est possible qu'il avait As-Valet, je sais pas. Par contre, si jamais il avait As-Valet, ça va nous donner des informations sur son mode de réflexion. Et notamment le fait qu'il ait joué As-Valet de cette manière-là, c'est vraiment très très surprenant. Euh, dans la mesure où, encore une fois, il n'y avait aucune raison pour lui de donc bet As-Valet sur ce type de board. Il n'a aucune raison de s'attendre à ce que je le flotte sur ce type de board quand il donc bet As-Valet, que je le raise bluff ou quoi que ce soit. Par contre, quand il check, il peut s'attendre à ce que je vais faire un c-bet quasiment systématiquement sur un board de dry. Donc il avait beaucoup plus de value à check call ce type de board plutôt que donc bet. Donc le fait qu'il ait donc bet, ça aurait tendance à me faire penser que ça va être un type de joueur qui va jouer de manière fit or fall, c'est-à-dire qu'il va très souvent miser quand il a quelque chose et check folder quand il a rien. Donc c'est quelque chose à garder en tête qui va peut-être pouvoir nous servir par la suite. Donc nous allons relancer paire de valets sur table numéro 4, ouais jack. Nous sommes collés 2 fois. Et nous allons faire un c-bet face à 2 joueurs en sachant que sur ce type de board, donc un board SI avec paire de valets, le check peut quelquefois être envisageable, voir ce que va faire le joueur Senza Bonheur, c'est possible qu'il essaye de bluffer à Spo quand on check. Néanmoins, il y a également pas mal de tirages, et que je pense qu'on va pouvoir tirer de la value sur certains nombres de tirages. Donc ici j'ai plutôt opté pour un bet, et réévaluer au turn si jamais je suis payé. Sur la table numéro 2 maintenant, notre point que je voulais aborder, donc nous avions As-Dame au small blind, en faisant face à une ouverture du cutoff. Et donc ce qu'on pouvait remarquer, c'est qu'on avait le joueur Grinder qui était au big blind. Et encore une fois, j'ai envie de jouer un maximum de coups contre Grinder. C'est pour cette raison-là que j'ai pas 3 bêtes. Je préfère plutôt call et essayer de garder le joueur Grinder dans la main. C'est-à-dire que si je vais 3 bêtes, il va très souvent folder, alors que si je call, il va beaucoup plus souvent coller. Et que du coup, je vais très souvent dominer sa range de call au big blind avec As-Dame. Donc je pense qu'on a beaucoup plus de value à coller quand on a un mauvais joueur qui est en big blind. Par contre, si à la place de Grinder, on avait eu un régular, un bon joueur, j'aurais plutôt opté pour un 3-bet dans la mesure où le joueur qui sera au big blind va évidemment faire moins d'erreurs post-flop, va coller en big blind avec une range moins loose que pourra le faire Grinder. Par contre, en 3-bettant, on aura également de la value à prendre sur la range de joueur Simon à 75 qui va ouvrir cutoff. Évidemment, on peut s'attendre à se faire coller moins bien en 3-bettant As-Dame. Donc si j'aurais plutôt opté pour un 3-bet si le joueur big blind avait été un régular. Par contre, quand on a Grinder en big blind, je vais plutôt opter pour un call et espérer qu'il rentre dans le coup. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc nous retrouvons un heads up sur un board valet 8-3 où je n'ai pas grand chose, juste simplement hauteur As-Dame. Et donc j'ai opté pour un check raise sur ce type de board. Pas de raison particulière, c'est un board de dry, je m'attends à ce que l'adversaire fasse un c-bet sur ce type de board de manière assez systématique. Donc c'est la principale raison de check raise As-Dame. Ça serait peut-être envisageable de check call, mais face à un joueur agressif qui va barreler beaucoup de turns, j'aime pas tellement étant donné qu'on va souvent le coller le flop pour folder la turn. Donc j'ai plutôt opté directement pour un check raise au flop. Et sur la table numéro 4, donc nous avons le joueur Senza Bonheur qui nous fait un petit raise. Simplement folder paire de valets, ça va être assez difficile de jouer en étant hors position, en sachant qu'on peut très souvent déjà être largement battu. Je sais pas exactement ce qu'il pouvait avoir, peut-être des doubles paires, flush draw, mais bon, paire de valets sur un board, et ça va être assez difficile de pouvoir avoir un showdown, en sachant qu'il aura très souvent beaucoup d'équité quand il reste main, des mains type 9x de pique, 7 et 8, enfin, il y a quand même, ça va être assez difficile de pouvoir avoir le showdown. Ajouté au fait que voilà, je pense qu'on est assez souvent derrière sa range de raise dans un pot 3 joueurs sur ce type de board avec paire de valets. Et sur la table numéro 2, donc l'adversaire Simona nous a 3 bêtes. Nous allons simplement folder As-Dame évidemment, après un 3 bêtes au flop. Et donc dans le chat sur la table numéro 2, donc on remarque Grinder qui me dit que il faut que j'arrête de jouer aussi agressif que ça et que je vais bientôt être broc en continuant à jouer comme ça. Alors encore une fois, donc ça va me donner des informations sur ce qu'il est en train de penser, et notamment le fait qu'il a pas l'air de me donner beaucoup de crédit sur mes bêtes. Juste 3 petits mots sur la table numéro
sur la table numéro 3. Donc nous avons collé un raise du cutoff avec King Jack au big blind. On retrouve un up sur un board As-8-8, c'est l'adversaire check back le flop. Et quand l'adversaire va check back un board As-8-8, ça sera très souvent une main qui aura de la showdown value, que ce soit un As faible ou même n'importe quel As, voire des mains type paire de roi, paire de dame, paire de valet. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais check folder la turn après qu'il ait check back le flop sur ce type de board. Alors, pour en revenir à la table numéro 2 et le joueur donc Grinder. A priori, donc, encore une fois, il a l'air d'être suspicieux sur la main. Tout à l'heure, on nous avait un As-10 où apparemment il avait As-Valet. Il a pris coup, je pense qu'il estime peut-être pas avoir forcément fait un bon fold. Et que du coup, à partir du moment où le joueur commence à devenir suspicieux, évidemment, je vais essayer beaucoup plus de maximiser mes mains en termes de value plutôt qu'en bluff. C'est-à-dire que je vais vraiment pas essayer de lui faire folder une paire maintenant. Je vais plutôt essayer par contre de me faire très souvent payer, bien payer quand je vais toucher des mains décentes. Enfin, voilà, plutôt l'idée c'est que maintenant face à un joueur qui semble suspicieux, qui va avoir des doutes, je vais plutôt opter pour la value plutôt que les bluffs. Et sur la table numéro 1 maintenant, donc nous allons ISO raise, le joueur Bajagai 2 qui limpe énormément de mains. Avec Roi 8. Donc cette fois-ci il est opté pour une mise de 2 dollars dans un pot qui en fait 18. On va considérer qu'il a simplement checké, sa mise de dollars ça veut pas dire grand chose. On va simplement qu'il a checké, on va faire notre continuation bet comme s'il avait checké. Et pas se soucier du fait qu'il ait misé 2 dollars. Ça veut pas dire grand chose. Sur la table numéro 1, on peut remarquer donc on a le joueur Arm Homeless qui raise au bouton, 3 bêtes par Zirac en small blind, 4 bêtes bluff par le bouton qui va après folder. Donc c'est ce que je vais faire, je vais regarder ce qui s'est passé dans la main. Et ça va donc nous amener à la table numéro 3, où cette fois-ci le joueur Arm Homeless est en small blind alors que je suis en big blind. C'est le même joueur qui avait 4 bêtes bluff la main précédente sur la table numéro 1 face au joueur Zirac. Et que finalement, ça, quelque chose à remarquer, et que face à des joueurs qui vont 4 bêtes beaucoup, c'est intéressant de modifier sa range de 3 bêtes de telle sorte qu'on va pouvoir 3 bêtes, 5 bêtes all-in avec une range adaptée. Ce que je veux dire par là, c'est que 3 bêtes As-Valet face à une ouverture de la small blind, c'est pas nécessairement une bonne chose à faire la majorité des cas. Le call aura une EV qui sera très certainement meilleur que le 3 bet. Par contre, face à un joueur qui va 4 bet énormément quand on va 3 bet, là par contre on a une situation favorable de 3 bet, 5 bet all-in, en sachant que si 4 bet souvent en bluff, il va très souvent folder, on va gagner très souvent la dead money qui est présente dans le pot. Ajouté au fait que quand on sera collé, on aura toujours une équité de l'ordre de 35%, voire mieux si 4 bet call light. Donc finalement ça peut être quelque chose à prendre en compte et à voilà, déterminer vos ranges de 3 bêtes face à tel ou tel adversaire suivant dans quel dans quel état d'esprit il est à l'heure actuelle. Face à un joueur qui est en train de tilter par exemple, ça peut être intéressant si vous attendez à ce qu'il 4 bête beaucoup, de 3 bêtes, 5 bêtes, Ace Jack par exemple. Type de chose qui peut être intéressant à faire. Et notamment les paires, c'est quelque chose de très bien pour ce type de move, c'est-à-dire 3 bêtes, 5 bêtes, des mains type paire de 3, paire de 4, en sachant que vous allez avoir une equity qui sera pas horrible avec vos petites pocket pairs, c'est-à-dire qu'une main type paire de 3, ça a très souvent la même équité qu'une main type paire de 8. Et que ça aura encore une fois donc une équité qui sera assez décente, enfin pas horrible du moins, ajouté au fait que l'adversaire va très souvent folder, donc ça va nous permettre de tirer du profit à 3 bêtes, 5 bêtes, des mains type paire de 4 par exemple. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire face à n'importe qui, il faut le faire face justement où c'est à vous de déterminer le bon moment où vous allez estimer que l'adversaire a beaucoup de chances de vous 4 bet bluff, et auquel cas ça peut être intéressant justement d'anticiper ça, de faire un 3 bet qui vous 4 bet comme vous l'avez prévu, et que vous allez pouvoir 5 bet all-in avec vos mains type paire de 4 par exemple. Ça peut être quelque chose d'assez bien à faire.
continuer à lancer pas mal de mains. King Jack au cutoff sur la table numéro 3. Sur la table numéro 4, j'ai opté pour un call avec 7 à 9 de trèfle au bouton face à une ouverture UTG. Ça rejoint l'idée que j'avais expliqué tout à l'heure, à savoir que je viens de remarquer que le joueur qui est au big line a changé, que maintenant c'est un régular. Auquel cas, j'aime beaucoup moins le call au bouton. A priori, j'avais pas fait attention pendant que j'ai fait la vidéo, parce que mon raisonnement c'était que je voulais que le joueur au big blind qui était donc, je me souviens plus de son pseudo, mais je voulais qu'il rentre dans le coup. A priori, je viens de remarquer à l'instant que le joueur a changé et que du coup j'aime un peu moins le call avec 7 à 9 de trèfle face à une ouverture, face à une range qui sera probablement forte. Et même en ayant la position, ça va être assez difficile de pouvoir tirer énormément de profit avec 7 à 9 de trèfle au bouton, en sachant que c'est régular. A priori, il aime pas mal 3 bêtes. Il y a eu plusieurs 3 bêtes depuis le début de la session. Donc j'aurais préféré un fold si j'avais remarqué que le joueur, donc le joueur Big Blind était maintenant Zirac. Par contre, si c'était toujours le même joueur que tout à l'heure, j'aime bien le call pour essayer justement encore une fois de le faire entrer dans le coup et jouer un pot triway en ayant la position. Et là, vous allez remarquer que je vais ouvrir énormément de mains au bouton. Genre DC7 c'est un peu loose. Et que face à des joueurs qui vont 3 bet beaucoup, ça sera probablement une erreur d'ouvrir ce type de main, en sachant que on va très souvent folder sur les 3 bêtes, ajouté au fait qu'on va tirer un peu de value post-flop, mais pas non plus tant que ça avec une OSF que 17 off. Donc face à des joueurs réguliers qui vont 3 bet beaucoup, qui vont jouer assez bien post-flop, je pense qu'ouvrir 17 c'est pas forcément, ça va pas forcément être très profitable. Par contre, face à des joueurs qui vont souvent folder, qui vont faire des erreurs post-flop, on va pouvoir tirer des profits sans aucun problème. Mais voilà, donc cette fois-ci je me fais 3 bêtes et je vais simplement folder. Sur la table numéro 3, donc on a un joueur qui passe sa blind hors position. Et ça c'est le type de détail qui me force à ouvrir quasiment 100% des mains que je vais ouvrir, que je vais avoir. En sachant qu'évidemment il a tout et n'importe quoi et que on va pouvoir tirer beaucoup de profit, d'autant plus qu'il la défend après avoir posté sa blind. Donc c'est de l'argent assez facile à gagner. Pour en revenir aux 3 bêtes, on remarque que les joueurs là, les quelques régulars qui sont sur toutes mes tables, ils semblent 3 bêtes vraiment beaucoup. Et que du coup ça peut être intéressant face à des joueurs qui 3 bêtes beaucoup de commencer à se loupler un petit peu pré-flop, c'est-à-dire face à une ouverture du cutoff, par exemple flat avec les as au big blind, au bouton ou en small blind en s'attendant à ce que le joueur a parlé après, squeeze énormément. C'est le type de choses aussi qu'il faut avoir dans son arsenal et être capable de faire pour justement ne pas laisser les adversaires qui 3 bêtes beaucoup trop impunis. Sur la table numéro 3, donc cette fois-ci je vais pas attaquer ce Polympé 5-9-8 avec un tirage couleur. C'est un board beaucoup plus connecté que le précédent où je m'attends à être collé beaucoup plus souvent, sachant que ma main n'a aucune équité. Donc cette fois-ci je vais laisser le pot. Et donc là je regarde une main qui avait été jouée. J'encourage vivement à faire ça, à regarder les mains que vos adversaires jouent, voir un peu ce qu'ils font. Ça vous permettra d'avoir des informations sur leur jeu et alors ce qu'ils font donc a priori, donc le joueur Zirac de barrel et check back la rivière avec paire de dames, ce qui est tout à fait standard. Sur la table numéro 2, le call au bouton avec As-4 est un petit peu loose.
Euh, en sachant donc que l'idée c'est toujours la même, je joue un pot contre Grinder qui va très certainement coller beaucoup de mains en étant small blind, donc jouer un coup en position ça sera très bien. Par contre, Jim 14Q nous 3 bêtes et nous allons devoir simplement folder As-3. Par 2 valets sur la table numéro 1 face à une ouverture du joueur UTG+1. Alors ici ça rejoint donc un petit peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on a des joueurs agressifs qui peuvent 3 bet en blind, à savoir small blind ou big blind, et que ici je préfère plutôt le call, tout d'abord donc pour induire des 3 bet light des joueurs présents en blind, ajouté au fait que face aux joueurs GMN 2 on n'a pas encore vraiment de dynamique de 3 bet si importante que ça, et que du coup je préfère plutôt opter pour un call, renforcer ma range de call au bouton, ajouté au fait qu'on va peut-être pouvoir induire des 3 bêtes de joueurs en blind, auquel cas évidemment je vais pouvoir 4 bêtes et partir à tapis face aux joueurs qui auront 3 bêtes. Et il s'avère que le joueur GG-Man 2 donc check back ce flop, ce qui est assez surprenant. À partir du moment où il a checké tout le temps, je vais value bet ma paire de valets. Mais c'est surprenant qu'il ait pas assez bet ce flop, c'est un board assez décent, assez bête d'une manière générale. Sur la table numéro 1, donc je vais pas hésiter à ouvrir beaucoup de mains en sachant que ça sera le joueur Bajagai qui sera en big blind, contre lequel je vais pouvoir, j'ai envie de jouer un maximum de coups. Alors il s'avère donc qu'il refait la même chose que tout à l'heure, à savoir un mini bet. Et ici on a une main de force moyenne, top pair avec quasiment le plus mauvais kicker. Néanmoins la texture du board est telle que je pense que le joueur Bajagak 2 peut miser 2 et coller un raise avec une main moins bonne que As-4, notamment des mains type Roi-Dame, Roi-Valet, 10-Valet, Dame-10, et que pour cette raison-là, je vais opter pour un raise. En sachant que s'il vient un 3 bet, je vais évidemment folder, mais qu'il peut facilement coller avec moins bien que As-4 ici. Donc je vais miser la turn et très certainement checker la rivière si jamais il me colle encore une la turn. Cette fois-ci, il s'avère qu'il fold. Il doit avoir une main vraiment très faible. Sur table numéro 4, donc je fold valet 3 off après l'ouverture de la small blind. C'est vrai que je vais avoir tendance à défendre une range vraiment très large en big blind face à une ouverture de la small blind en sachant que j'aurai la position et que je vais essayer d'en tirer avantage au maximum. Par contre, le valet 3 c'est vraiment une main très très faible. Par contre, ce que je vais remarquer un peu plus tard, ça je l'ai pas remarqué tout de suite au moment où je suis en train de jouer la vidéo, c'est que le joueur horde met beaucoup de temps avant de prendre chaque décision et que du coup ça me fait penser qu'il est probablement en train de multitabler énormément de tables. J'ai pas vérifié pendant que je faisais la vidéo, j'ai pas tapé son pseudo voir si effectivement il était en train de jouer beaucoup de tables. Néanmoins, on va peut-être voir sur cet exemple ici, je sais pas si s'il prend du temps avant de prendre sa décision. Donc on remarque voilà, qu'il prend tout le temps beaucoup de temps avant de prendre chaque décision, le joueur horde sur la table numéro 4, et que du coup j'ai estimé que, voilà, qu'il est en train de jouer probablement sur beaucoup de tables. Je commence à m'en rendre compte à peu près à ce moment-là, je crois. Et du coup, je vais essayer d'exploiter un peu le fait qu'il va jouer sur beaucoup de tables. À savoir qu'on a une situation un peu plus tard qui se présente où je vais justement le 3 bet uniquement sur le fait que c'est un joueur qui joue sur beaucoup de tables et qui du coup va très souvent se battre beaucoup moins sur les pots que si c'était un joueur qui est en train de jouer sur seulement 4 tables.
et qui va peut-être voilà, se battre un peu plus, faire quelques 4 bêtes, etc. Alors qu'un joueur qui va jouer sur beaucoup de tables va principalement jouer ses cartes, tout simplement. Sur la table numéro 3, donc nous avons lancé Valet 10 de pique au small blind, collé par le joueur au big blind. Nous allons faire un c-bet sur un board roi 5-2, qui est un peu similaire à celui que j'avais expliqué tout à l'heure en début de session. Donc on va avoir beaucoup de folds sur ce type de board, en sachant qu'il y a pas mal de cartes au turn qu'on va pouvoir second barrel. Et sur la table numéro 2, donc nous relançons 10 et 9 off. Nous sommes mini 3 bêtes par le joueur Grinder. S'il avait fait un 3 bet plus gros, j'aurais foldé sans me poser de questions. Par contre, ici, le 3 bet est tellement faible que j'ai opté pour un call et je vais essayer de jouer la main au mieux en étant hors position. Sur la table numéro 3 maintenant, donc nous avons notre continuation bet a été collée et nous allons faire beaucoup de secondes barrel, mais pas sur le 3 de carreau. Par contre, c'est vraiment une très très mauvaise carte qui va beaucoup plus améliorer la range adverse, qui va assez souvent améliorer la range adverse, pardon. Et je m'attends pas énormément à avoir beaucoup de fold sur cette turn en faisant seconde barrel. Donc en sachant que j'ai absolument aucune equity maintenant dans la main, je vais simplement check folder. Alors, sur la table numéro 2 maintenant, nous nous retrouvons un heads up sur un board Valet 18 où nous avons middle pair et open-ended. Et d'ailleurs, c'est deux trois petits mots donc en ce qui concerne cette main, c'est que ça peut être intéressant. Donc ici, je crois qu'on est 200, il a 280 $, donc on a quelque chose comme 140 big blind deep, et que ça peut être intéressant avec ce type de main de mettre beaucoup de pression sur votre adversaire sur ce type de board face à un joueur qui aura une range de 3 bêtes. Enfin, des mains type As-Roi, paire d'As, paire de Roi par exemple, un joueur assez nitty en termes de 3 bêtes, ça peut être assez intéressant de mettre beaucoup de pression en sachant qu'on a une assez bonne équité face aux overpairs, en ayant nos deux paires out, ce tirage open-ended et disque double. Donc ça peut être vraiment intéressant de mettre beaucoup de pression face à l'adversaire. Par contre, le joueur Grinder, s'il avait bet, j'aurais simplement plutôt opté pour un call. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en sachant qu'il a pas l'air de nous croire beaucoup, donc je m'attends pas forcément à ce qu'il fold une overpair. Face à beaucoup de pression, je m'attends plus à ce qu'il essaye de call down. Donc j'aurais plutôt opté pour un call. Il s'avère qu'il check, que la turn nous améliore maintenant, donc il nous donne pour land 10. Je m'attends également à ce que sa range de 3 bêtes soit plus pour value avec des mains type As-Dame, As-Roi, paire d'As, paire de Roi, paire de Dame. Par contre, j'aurais tendance à penser qu'il aurait ses bêtes la majorité de ses branles en flop des mains type paire de Valet, par exemple. Enfin, principalement paire de Valet. Je pense pas qu'il 3 bêtes paire de 8. Donc, paire de Valet, je m'attends à ce qu'il a ses bêtes au flop la majorité du temps. Donc maintenant, je vais souvent estimer que j'ai la meilleure main. Et donc, nous allons faire un c-bet. Je vais le faire assez gros, en sachant que, encore une fois, donc je mise 26 dans 28 dans un pot 3 bêtes, c'est vraiment un bet sizing qui est assez énorme. Mais encore une fois, je m'attends pas à ce qu'il fold énormément. Donc j'ai envie de prendre un maximum de value de mon Borlandis qui est certainement la meilleure main. Et finalement, il s'avère donc que cet adversaire là raise notre bet au turn, ce qui est assez surprenant. Je m'attendais vraiment pas à être raisé. Encore une fois, je m'attends à ce qu'il mise au flop quasiment l'intégralité des mains qu'il va miser pour value. Et que du coup, je pense que j'ai mal joué cette main dans la mesure où j'ai 3 bêtes all-in, en sachant qu'après coup j'aurais vraiment préféré plutôt un call et espérer qu'il continue à bluffer la rivière. Le problème avec le call, c'est qu'il y a quand même quelques turns, enfin quelques rivières qui vont être assez mauvaises pour notre main si jamais il a envie de stack off dès le turn, c'est-à-dire une dame, un 9, un 7. Ce sont des cartes qui vont peut-être ralentir l'action si jamais il a envie de partir à tapis au turn avec une main moins bonne que la nôtre. Mais néanmoins, je pense qu'il a quand même une range vraiment assez souvent trop faible pour que. Enfin, après coup, j'aurais préféré plutôt avoir call, en sachant qu'il va miser au flop la majorité de ses mains pour value, et que du coup, quand il va raiser la turn, ça sera très souvent des mains type As Dame As Roi, je pense. Je pense que il va pas très souvent 3 bet light. Donc s'il s'avère qu'il snap fold, donc il a absolument rien. Mais après coup, j'aurais peut-être préféré plutôt un call. L'idée derrière le 3 bet, c'était voilà, c'était face à un joueur qui semble pas me croire, qui a envie de, par rapport à ce qu'il avait dit dans le chat,
Ajouté au fait que le board peut devenir assez mauvais pour ma main, j'ai plutôt opté pour le 3-bet all-in. Alors sur la table numéro 4, donc nous avons défendu As-Dame au Big Blind face à une ouverture UTG+1. Et ici je vais faire un donk bet sur ce board, en sachant que je m'attends à ce que l'adversaire check back un certain nombre de mains sur ce type de board. Et que du coup ça me permet d'avoir de pouvoir prendre de la value face aux mains qui va check back sur ce type de board. Et que ça, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les joueurs en small stakes pot de contrôle beaucoup trop dans les situations qui s'y prêtent pas du tout. Et que ici, s'il a quelque chose, je sais pas, comme roi valet, c'est possible qu'il check back pour pot de contrôle. Et que du coup, le bet a le mérite justement de construire un gros pot avec ce qui est très certainement la meilleure main. Si jamais je suis raisé, je vais très certainement folder. Je pense que ma range de long bet ici, elle sera vraiment très souvent très très forte. Et je vais rarement folder sur un 3 bet, sur un raise, pardon. Mais que ici, As-Dame, j'aurais foldé. Des mains type, je sais pas, Dame 10, Valet 10 que je puisse donc bet, je vais pas les folder sur un 3 bet, mais As-Dame ça aura moins d'équité que Valet 10 face à une range de raise. Donc si j'aurais bet, j'aurais donc bet et foldé sur un raise, mais encore une fois je pense qu'on a beaucoup de value à prendre face à toute sa range qui va check back pour pot de contrôle. Donc c'est la raison principale de ce donc bet ici. Alors sur la table numéro 3 maintenant, nous avons un raise du joueur UTG, j'ai collé au bouton et nous avons le joueur donc Albi Noise qui avait collé en small blind, qui se avait fait un petit peu attention, qui joue de manière assez bizarre. Et donc nous nous retrouvons à 3 ended sur un board 3-6-8 rainbow. Donc le joueur Albinoise donc bet le flop à $4. Donc bet très faible. Le joueur GG-Man 2 raise. Et ici j'ai hésité pendant quelques petites secondes à 3 bet bluff. Je pense que le joueur GG-Man 2 peut déjà raise donc bet en bluff. C'est-à-dire que comme je l'ai fait auparavant plusieurs fois, c'est possible qu'il raise ce donc bet en bluff. Ajouté au fait qu'il puisse le faire pour value avec des mains. Je sais pas s'il a paire de roi par exemple qui raise donc bet pour value. Ici un 3 bet de ma part, ça sera vraiment très délicat à jouer pour lui en sachant que je vais 3 bet soit un bluff, soit une main qui bat paire de roi. Je vais jamais 3 bet ici, je sais pas As-10 par exemple, ça serait vraiment horrible de 3 bet As-10. Donc finalement ma range de 3 bet au flop ici ça sera Breland 3, Breland 6, Breland 10 ou des bluffs, en sachant que c'est une situation où quasiment jamais personne ne bluffe et que du coup c'est envisageable qu'il puisse folder, je sais pas, par exemple les As, en sachant que c'est quand même un spot de bluff que peu de personnes utilisent et que ici j'ai hésité un petit moment. Je l'ai pas fait parce que notamment s'il avait 3 bêtes, enfin il avait foldé tout à l'heure quand j'avais 7 et 5 de pique, il avait foldé sur mon deuxième barrel sur le board SI, donc je crois qu'on a eu 2-3 bêtes, quelque chose comme ça. Donc vu qu'on avait une petite dynamique agressive, j'ai préféré pas le faire. Sachant que je suis pas certain que du fait qu'on ait cette petite dynamique agressive, il puisse me donner beaucoup de crédit sur un 3 bet ici. Néanmoins, face à un joueur contre lequel vous avez aucun historique, je pense que ce serait vraiment assez cool de 3 bet ici. En sachant qu'il va... J'hésite longtemps et finalement je vais finir par folder, mais ça aurait été vraiment assez cool de 3 bet ici. Sur la table numéro 1, donc on a le joueur Arm Homeless avec l'avatar de Jules de Pulp Fiction qui nous 3-bet UTG+1 quand nous avons lancé As-Roi UTG. Et ce joueur là donc semble assez agressif. On a eu encore une fois tout à l'heure il avait 4 bet bluff, le joueur Zirac au bouton. Globalement c'est un joueur qui avait montré un peu d'agressivité durant la session, et As-Roi ici je vais vraiment considérer que c'est les nuts et pas hésiter à 4 bet partir à tapis. Et on est également impliqué ensemble dans une autre main sur la table numéro 3 où j'ai collé avec Roi 10 de trèfle au cut-off après un raise UTG+1. On retrouve un heads up sur un board As-5-5 et ici on a une situation assez profitable de float, en sachant que donc déjà tout d'abord il va miser. J'avais fait une vidéo sur le float, je vous encourage à la regarder si vous n'avez pas regardé encore. C'est assez détaillé, ça aborde assez bien le float je pense. Donc ici on a une situation qui est profitable de float parce que tout d'abord on peut considérer que l'adversaire qui était assez agressif pré-flop, assez loose, va avoir une range assez large, qui va également miser 100% de sa range sur un board As-5-5, et que du coup on va pouvoir tirer du profit s'il a flotté, essayer de voler le coup plus tard. Quand on flotte, on va pouvoir représenter facilement une main type As-10, As-Valet, et que en collant on peut également s'attendre à ce que l'adversaire nous seconde barrel quasiment jamais. Là c'est un As, donc évidemment il va pas second barrel s'il a pas l'As, mais si c'était n'importe quelle carte au turn finalement,
Parce qu'à partir du moment où on call, on aurait très souvent As-10, As-Valet et que vos adversaires vont pas essayer de vous faire fold des top pairs, ou alors du moins ça serait une erreur d'essayer de faire fold des top pairs à quelqu'un dans l'état actuel du poker online où personne ne fold une paire. Donc ici, du fait que quand je vais coller, je vais pouvoir représenter une range assez forte et que je vais pas me faire seconde barrel en bluff, je pense qu'on a une situation assez profitable de float. Donc on remarque que le pot fait 33 $ et que l'adversaire va checker, je vais miser quelque chose comme un tiers du pot et qui va folder. Moi, je mise 12 $ dans 32 $. Vraiment bet très faible. Et il fold. Ce qui est un excellent résultat, il fold également sur la table numéro 1. Voilà, bon, on arrive un petit peu au bout de la vidéo. Il me reste encore un petit peu de contenu sur cette vidéo, donc je vais voir si je peux en faire une vidéo supplémentaire. Je pensais que je pouvais aller au bout, mais j'ai j'ai parlé beaucoup durant cette vidéo, donc je vais voir ce que je peux faire, si je peux continuer une deuxième partie. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions sur les mains qui ont pu être vues durant cette vidéo. Et je vous dis bonne chance aux tables, à bientôt. C'était Cyril pour l'imports.com, bye bye.